Tout comme une grande partie des sociétés de notre monde, l'industrie musicale est si hétéronormée. Il est difficile pour les artistes queer d'exprimer leur identité sans que des répercussions arrivent, et d'autres fois, il peut y avoir des artistes dont l'identité queer est cachée par comment le public voit leur art. De ce fait, quand les artistes font leur coming out, il y a de fortes chances que leur liberté artistique reflète exactement ce qu'elles cherchent à accomplir. Que ce soit passer un message, être introspectif, ou même juste s'amuser. Je tiens donc à rendre hommage à ces artistes queer qui se sont libérés. Procédons par ordre croissant. On va d'abord parler d'artistes qui sont restés dans le placard ou qui sont restés discrets sur leur orientation ou leur identité de genre. Et du coup, on en trouve pas mal. Piotr Ilyich Tchaïkovski, le compositeur russe le plus connu de la musique romantique, aimait aussi les hommes, et cela fut traité comme un sujet tabou dans son pays. Il a fallu attendre la publication de Tchaïkovski Papers, Unlocking the Family Archive en mai dernier, pour que des lettres plus intimes du compositeur deviennent accessibles en dehors de la Russie. Ces lettres parlent d'hommes qu'il apprécie et dont il ressent une attirance physique, ainsi que d'une soirée où il avait un rendez-vous amoureux. Le rendez-vous était arrangé pour la soirée. Un vrai dilemme. Finalement, j'ai décidé d'y aller. J'ai passé 2 magnifiques heures dans les circonstances les plus romantiques. J'étais effrayé, j'étais excité, j'avais peur du moindre bruit. Embrassements, baisers, dialogues doux. Quel plaisir! L'homosexualité de Tchaïkovski était connue au sein de sa famille et semblait même décomplexé à en parler, puisque son frère Modeste était lui aussi gay. Il a aussi eu une relation platonique notable avec Alexei Apoutkine, un auteur qui était ouvertement gay. Néanmoins, pour assurer une meilleure image sociale, Piotr se marie avec Antonina Miliokova. C'est un mariage désastreux qui durera 6 semaines avant qu'il y ait une séparation, Piotr ayant même tenté de se suicider tellement il ne supportait pas de voir sa femme. De cette relation, 3 enfants seront nés, mais Piotr n'était pas leur père. En 1893, il meurt possiblement du choléra et laisse derrière lui plus de 5000 lettres intimes. Lou Reed, chanteur-compositeur connu pour avoir été dans le groupe Velvet Underground. À l'âge de 17 ans, ses parents craignaient qu'il soit gay et il fut interné à un hôpital psychiatrique, subissant une thérapie d'électrochoc. Un épisode de sa vie dont il fera référence dans sa chanson Kill Your Sons. Plus tard, Lou Reed rencontre John Cale et ce sera le début de ce qui deviendra les Velvet Underground. C'est là qu'il rencontrera Andy Warhol et qu'il rejoindra sa communauté hors norme qui était composée de personnes queer. Malgré les difficultés qu'il a subies durant sa jeunesse, Lou Reed parle peu de sa bisexualité dans sa musique. On peut néanmoins citer la chanson Make Up, qui contient les paroles Now we're coming out of our closets, out on the streets, yeah, we're coming out. Son plus grand hit, Walk on the Wild Side, qui fait référence au milieu queer qu'il fréquentait, et surtout la chanson Halloween Parade, qui mentionne plusieurs personnes queer qui sont mortes durant la crise du sida. Cependant, Lou Reed n'a jamais été clair sur son identité. Bien entendu, vous trouverez des informations sur les femmes avec qui il s'est marié, ainsi que toutes sortes de journalistes disant qu'il était bi. Mais vous ne trouverez pas d'archives où Reed dit explicitement qu'il était bi. On ne peut que se baser sur l'événement marquant qui était son internement à l'hôpital psychiatrique. Tandis que Reed a parfois été flou quand les journalistes abordaient le sujet qu'était son style de vie. Néanmoins, clôturons ce passage avec cette citation du rock'n'roller lors d'une interview de 1973. Je pourrais dire par exemple que si, d'une manière ou d'une autre, mon album aide les gens à décider de ce qu'ils sont, alors j'aurais le sentiment d'avoir accompli quelque chose de ma vie. Mais c'est pas ma vision des choses. Tu ne peux pas écouter un disque et dire « Oh, c'est ça qui m'a poussé à être gay, je vais devenir gay ». De nombreuses personnes vont avoir une ou deux expériences et ce sera tout. Les choses pourraient bien ne pas changer d'un iota. Barry Manilow, chanteur pop des années 70, était à l'époque la vedette typique qui était adulée par les femmes. Et ce sera plusieurs décennies après le début de sa carrière qu'il fera son coming out gay en 2017, révélant une relation de 40 ans qu'il a eue avec son manager Gary Keefe, ainsi qu'un mariage secret qu'ils ont eu en 2014. Il s'explique qu'à l'époque, il ne tenait pas à perdre son public. En raison du coming out tardif de Barry, il est facile de dire qu'une grande majorité de sa musique ne soit pas gay ou ne fasse pas référence à son amour pour Gary Keefe. Passons à l'étape suivante. Des artistes dont l'identité LGBT+, a été une influence sur leur musique ou qui se sont servis de leur identité pour s'affirmer dans les médias.
David Bowie. Appelez-le The Thin White Duke ou Ziggy Stardust, Bowie reste connu comme l'un des premiers artistes populaires à affirmer sa bisexualité dans les médias durant les débuts de sa carrière. Mais cette bisexualité a varié selon différentes époques et différentes interviews. La première mention vient d'une interview de 1972 pour le magazine Village Voice, à l'époque où il aura entretenu une relation avec Lou Reed. Il affirmera une seconde fois sa bisexualité en 1976 dans le magazine Playboy. C'est vrai, je suis bisexuel. Je suppose que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais l'inverse arrive en 1983 dans le magazine Rolling Stone. Bowie se distance de ce qu'il a dit précédemment et considère cette déclaration comme la pire chose qu'il ait fait. 10 ans plus tard, Bowie considère qu'il était un hétéro dans le placard et que son intérêt pour la culture gay et bi était plus une influence de l'époque que ses propres sentiments. La dernière remarque de Bowie sur la bisexualité vient d'une interview de 2002 pour le magazine Blender. On lui demande de ce qu'il pense du rejet de sa bisexualité en 83. Je ne pense pas que c'était une erreur en Europe, mais cela était plus dur en Amérique. Cela ne me dérangeait pas que les gens sachent que j'étais bisexuel, mais je ne me suis pas incliné à porter des bannières ou représenter un groupe de personnes. Je savais ce que je voulais être, un compositeur-interprète, et je sentais que la bisexualité faisait office de gros titres là-bas. L'Amérique est un endroit puritain, et je pense que cela a été un obstacle dans ce que je voulais faire. Mais en mettant de côté sa vision ambiguë de sa bisexualité, ainsi que sa pédophilie, Bowie a écrit la meilleure chanson bisexuelle en termes de texte, John, I'm Only Dancing. Voici un schéma de l'histoire de la chanson. John est un personnage qui regarde un couple danser, et dans ce couple se trouve la personne qu'il aime, ainsi qu'une femme, et la personne précise à John que même si elle est charmée par la femme, elle ne fait que danser. Et que la personne qui danse soit un homme ou une femme, l'histoire aura toujours un angle bi. Janelle Monáe, un exemple récent. Pour une grande partie de sa carrière, la chanteuse de funk n'a pas parlé de thème LGBT+ dans sa musique, jusqu'à ce qu'elle fasse la promotion de son dernier album, Dirty Computer. Que ce soit dans les textes, mais surtout dans les clips, qui viennent d'un moyen métrage réalisé par Monáe, une imagerie bisexuelle est plus que présente. Cependant, Janelle n'est pas exactement bi, révélant dans une interview qu'elle ne s'intéresse pas au genre des personnes avec qui elle couche. Il serait donc tentant de dire qu'elle est pansexuelle, mais ce n'est pas non plus le cas. Elle n'a pas de label de préférence, et dans ce cas-là, respectons son choix et contentons-nous du fait qu'elle soit queer et qu'elle soit avec une Valkyrie. Si l'on peut citer une autre artiste qui ne prend pas en compte le genre d'une personne dans ses relations et qui ne souhaite pas de label de préférence, c'est la chanteuse et guitariste Annie Clark, plus connue sous le nom de Saint-Vincent. Elle a aussi une vision non-binaire du genre et ne souhaite pas qu'on fasse constamment référence à elle en tant que femme, tout comme la chanteuse productrice Grimes. Bradford Cox. Il est le meneur du groupe de rock Deer Hunter, mais il est aussi ouvertement gay et asexuel. S'il n'a jamais remis en question son homoromantisme, il a eu des doutes sur son asexualité, jusqu'en 2016 où il s'exprime dans une interview radio. Il y a plusieurs types de sexualité, mais s'il y en a une qui est négligée, c'est la sexualité. Je suis absolument asexuel. À 34 ans, je suis vierge. Les personnes asexuelles sont maltraitées parce que l'asexualité est peu connue. Je trouve que le capitalisme et la sexualité sont liés de manière inhérente. Que ce soit au sein de Deer Hunter ou de son projet solo Atlas Sound, Bradford ne fait pas référence à son identité queer. Cela est dû au fait qu'il travaille toujours ses textes en improvisant. Néanmoins, en tant qu'artiste sur scène, il a une certaine indifférence sur la manière de s'habiller. Cela vient de son enfance. J'ai toujours aimé faire ça. Je portais des robes quand j'étais petit, ma mère m'en faisait porter et me laissait jouer avec. Elle n'était pas sélective sur les rôles de genre. Si je voulais une poupée Barbie, je pouvais avoir une poupée Barbie et un G.I. Joe. Je ne cherche pas à choquer les gens avec ça, je trouve juste ça mignon, j'aime bien ça. L'idée d'être sur scène en t-shirt et en jean ne me plaît pas, je trouve que ça casse l'ambiance. Laura Jane Grace. Meneuse du groupe Punk Against Me, elle souffre de dysphorie de genre depuis son enfance. Elle fait son coming out en 2012 après avoir rencontré une de ses fans qui est transgenre. Le cliché est que l'on est une femme enfermée dans un corps d'homme alors que ce n'est pas aussi simple. C'est un sentiment de dissociation entre le corps et soi-même. Et c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Son expérience de la dysphorie sera une source d'inspiration pour le 6ème album d'Against Me, Transgender Dysphoria Blues, qui raconte l'histoire d'une prostituée transgenre. Passons enfin à l'étape finale, des artistes qui se sont affirmés en ayant déjà connaissance de leur queerness, des gens qui font de la musique queer si on peut dire ça. Tom Robinson. Il n'est pas grand chose à dire sur ce chanteur-guitariste, à part le fait que sa chanson Sing If You're Glad to Be Gay parle des injustices envers les personnes homosexuelles et est devenu l'hymne gay de l'Angleterre. Voilà. Alix Dobkin, une chanteuse folk de New York qui a eu un succès national dans les années 70-80. Artiste sur scène depuis 1962, elle fit son coming out en 68, faisant d'elle la première chanteuse-compositrice à être ouvertement lesbienne. Et son saphisme sera bien présent dans les albums qui sortira par la suite.
Non seulement lesbienne, elle est aussi activiste pour les espaces non mixtes, favorisant les femmes cis, et c'est dans une lettre au Centre national des droits lesbiens qu'elle affirme sa transphobie. Depuis plus de 20 ans, les hommes se sont déclarés femmes, ont manipulé leur corps et ont demandé le sceau d'approbation. Les paroles ne sont pas oppressantes, mais font référence à celles qui ont une féminité et un clitoris. Rien d'autre. Et ouais, c'est dommage. Power Bottom, un groupe de queer punk composé de 2 personnes non-binaires. J'ai déjà parlé de leur histoire dans le premier Music Queer et de comment il s'avère qu'elles ne sont pas les personnes les plus safe pour la communauté LGBT+. Néanmoins, il faut admettre une chose, c'est qu'elles ont commencé en tant que groupe queer et ont failli avoir un succès international en tant que groupe queer. Le destin aurait voulu qu'en fait, Ben Hopkins était une personne affreuse, et c'est bien triste. Genesis P-Orridge, une personne éminente dans la scène musicale industrielle, au point qu'elle est désignée comme la personne qui a créé ce genre musical. Depuis qu'elle a commencé sa carrière musicale au sein du groupe The Throbbing Gristle, Genesis s'est définie comme faisant partie du 3e genre, devenant ainsi la première personne dans le milieu musical à être non-binaire. Tout l'univers expérimental de sa musique ne fait pas référence à la non-binarité, mais P-Orridge s'exprime beaucoup sur la notion de genre. En 2000, il rencontre et se met en couple avec la dominatrice Lady J. 3 ans plus tard, les 2 personnes mariées lancent leur projet Pandrogyny, où elles décident d'être d'apparence identique. Nous avons vécu ensemble depuis, et on s'est vraiment surpris. Jay avait 26 ans, moi 43, et elle a instinctivement senti que ma personnalité allait plus loin qu'être un homme. Dans son manifeste du projet Pandrogyny, P-Orridge définit une personne pandrogyne comme étant la version positive de l'androgyne. Une version plus hermaphrodite que n'importe quel genre. C'est une 3e identité, mais pas un 3e genre. Elton John, le rocker pianiste le plus gay et le plus fier. Même votre famille homophobe pourrait l'apprécier. Il a néanmoins fait une sorte de transition au fil de sa carrière. Depuis ses débuts dans les années 60, Elton cachait son homosexualité jusqu'en 1976, où il a fait un coming out bisexuel dans un numéro du magazine Rolling Stone. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un avec qui j'aurais envie d'une relation stable, peu importe le sexe. Vous êtes bisexuel ? Il n'y a rien de mal à être au lit avec quelqu'un du même sexe. Je pense que tout le monde est bisexuel à un certain degré. Ce n'est pas une mauvaise chose. En 1984, Elton se marie avec Ronette Bowell, mais même à l'époque, la bisexualité était vue comme un moyen pour une personne gay de rester conventionnelle auprès de la société hétéronormée, et ce mariage était vu comme une couverture pour Elton. Ce sera finalement en 1988 qu'Elton divorce et annonce dans un autre numéro de Rolling Stone qu'il se sent confortablement gay. Il se mariera avec David Furnish en 2005 et aura 2 enfants avec lui. La musique d'Elton John n'est pas représentative de son homosexualité, mais plutôt de l'histoire qu'a connue les personnes homosexuelles. La ballade The Last Song parle d'un père qui se réconcilie avec son fils alors qu'il atteint une maladie semblable au sida. Cette chanson rend hommage à Ryan White, un jeune garçon atteint de sida qui était expulsé des différentes écoles car il craignait que son état soit un danger pour d'autres élèves. Cette chanson a aussi été écrite après la mort de Freddie Mercury, lui aussi atteint de sida. La chanson Blue Never Fades Away est plus explicite en termes d'hommage à Ryan White ainsi qu'aux personnes qui sont mortes du sida. Moses Sumney. Chanteur, auteur, compositeur américain, Moses a commencé sa carrière avec des petits projets et des collaborations avant de sortir son premier album qui s'appelle, sobrement, Aromanticisme. Moses découvre qu'il est romantique en 2014 après découvrir le thème sur internet. J'ai trouvé le mot en ligne et je me disais « Attends, c'est exactement ce que je pense et ce que je ressens ». C'était un soulagement de savoir que c'était quelque chose et qui existe, qu'il y a un nom pour ça. J'ai eu beaucoup d'interactions romantiques, je m'y impliquais d'une certaine manière, mais je n'étais pas amoureux. Je n'arrivais pas à rendre l'appareil. Je m'étais dit « Est-ce que je dois consulter un médecin ou en faire un album ?» L'album célèbre à la fois les hauts et les bas d'une vie sans romance, avec des paroles telles que il s'explique qu'être solitaire est à la fois un confort et une épreuve, et lorsque le magazine Fader lui demande si Aromanticisme est seulement basé sur une expérience personnelle, ou s'il fait passer un message politique contre l'amour, il répond ainsi. Je trouve que la romance est un outil politique et un vecteur de capitalisme. Je m'étais même dit que ça contribuait bien à l'économie, avec l'argent dépensé pour les mariages et les cadeaux. Aussi, ça ne peut pas être séparé de notre culture patriarcale, comme l'idée que dans un couple homosexuel, il y a une personne masculine et une personne féminine. On se réfère toujours aux 2 figures sur le gâteau de mariage comme étant un archétype, même pour les relations alternatives. Ainsi se termine cette vidéo où j'espère vous avoir fait découvrir une variété d'artistes qui représentent les différentes identités du milieu LGBT+. Sachez aussi qu'une compilation appelée Universal Love est sortie cette année. On y retrouve différents artistes qui reprennent des anciennes chansons d'amour sous un angle gay. Bonne écoute!